Ensuite, chemin faisant, on a créé le Conseil économique et social et environnemental. On a encore écarté beaucoup de gens. Et voilà donc la nouvelle institution qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Haut Conseil des collectivités territoriales. Beaucoup de gens pensaient que sur les 70 qui allaient être nommés, alors le président allait rectifier cette erreur-là. Malheureusement, effectivement, d'après ce que j'en sais, c'est que la coalition Macky 2012 n'a obtenu qu'un seul représentant. Cependant, cette mise à l'écart du groupe considéré comme un manque de considération pourrait être fatale au chef de l'État, à en croire ce journaliste politologue. Le risque maintenant pour lui, c'est que peut-être ces gens-là peuvent aller voir ailleurs. C'est-à-dire que, politiquement parlant, c'est toujours ça la politique. C'est-à-dire qu'à l'approche des échéances, eh bien, il y a souvent des gens qui, quand ils sont frustrés, vont aller voir ailleurs. Aujourd'hui, la formation réclame sa légitimité historique, d'autant que 3 de ses membres uniquement occupent des sièges institutionnels. 2 sont au Conseil économique, social et environnemental et 1 parmi les nommés du Haut Conseil des collectivités territoriales. Investiture de Barthélémy Diaz par Benno Bokk Yakaar, Bara Gaye reconnaît une erreur de la mouvance présidentielle. Selon lui, il doit démissionner le plus vite possible et se mettre à la disposition de la justice. Le conseil technique du ministère du Renouveau urbain s'exprimait en marge de l'inauguration de la permanence de son parti à Mbacké. Il est au micro d'Elhadji Modou Gueye. Barthélémy Diaz a terni l'image de notre législature. Je dis que Barthélémy Diaz, sa place aurait dû être derrière les barreaux. Parce qu'il a les mains tachées de sang. C'est lui-même qui a dit qu'il a tué, qu'il a atteint mortellement quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est Diaga Diouf. Ce que je dis maintenant, c'est qu'il n'a qu'à s'assumer. Barthélémy Diaz, à ce que je sache, n'a pas le profil meilleur que cela des jeunes là qui se dévouent tous les jours que j'ai fait pour le Parti socialiste. Mais un maire qui a toujours l'insulte à la bouche, qui injurie les responsables de la coalition, y compris le responsable numéro 1 de son parti. Quelqu'un qui fait usage d'armes à feu. Mais cette personne-là, je pense que quand même, son appartenance à la législature du Sénégal a été une tache noire. Et je pense que Barthélémy Diaz, dans les semaines et les mois, ne peut pas ne pas s'expliquer devant les juridictions. Est-ce que vous pensez donc que ça a été une erreur de le faire? Ça a été une erreur extrêmement grave de le mettre sur nos listes. Mais ça également, ce n'est pas la responsabilité de la paire. Barthélémy Diaz appartient au Parti socialiste. Nous sommes dans une coalition. Les postes sont dévolus aux partis, c'est les partis souverains qui investissent leurs responsables. La volonté exprimée par le président de la République de baisser le coût de l'électricité d'ici janvier 2017, bien accueillie par bon nombre de personnes. Le chef de l'État l'a fait savoir lors de l'inauguration de la centrale solaire de Bokhol. D'autres se disent sceptiques et demandent que lumière soit faite d'abord sur l'affaire Petrotim Abigail. Le coût de l'électricité pourrait connaître une baisse à partir de janvier 2017. Déclaration faite par le chef de l'État, une mesure bien accueillie par les consommateurs. Nous sommes très heureux d'entendre une baisse, bien sûr, du prix de l'électricité. C'est une baisse qu'on attendait depuis longtemps parce que vous savez, l'un des postes de charge les plus importants de Senelec, c'est le carburant. Et ce carburant a baissé. Et ce poste de charge a représenté jusqu'à plus de 70% donc des coûts de Senelec. Et aujourd'hui, ça a tellement baissé que ça tourne autour de 34%. Donc ça veut dire que nous sommes à mesure d'avoir des répercussions de ces baisses de carburant sur le prix de l'électricité. Ce résident de la Patte d'Oie, par contre, se dit sceptique par rapport à cette décision. Il demande par ailleurs que la lumière soit faite sur l'affaire du pétrole au Sénégal. Avant qu'il nous embrouille avec cette décision de baisse du coût de l'électricité, l'État devait d'abord nous éclaircir sur l'affaire du pétrole au Sénégal. Il doit éclairer la lanterne des Sénégalais parce que c'est une richesse qu'on a découverte. Donc ça n'appartient pas seulement à un groupe de gens, ça appartient à tout le pays. On doit soumettre la question à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a inauguré ce samedi la centrale photovoltaïque de Bokhol. L'énergie qui sera produite à partir de cette centrale sera livrée à la Senelec. Cette infrastructure devrait participer à la réduction du prix de l'électricité au Sénégal.
La loi annoncée sur la protection du littoral par le Premier ministre est bien accueillie par les populations et particulièrement les riverains de la Corniche Ouest. Il félicite le chef du gouvernement, toutefois il souhaite que la mesure soit appliquée au plus vite. Pour cela, il préconise la mise sur pied d'un comité de suivi. Ababacar Sadir Top. Les usagers du littoral accueillent avec beaucoup de satisfaction la prochaine loi sur la protection de l'environnement du littoral. Ces citoyens rencontrés approuvent cette initiative. Je crois que c'est une excellente chose, cette loi qui va passer pour la protection du littoral. Vous savez que Dakar est quand même à une des plus belles corniches du monde, hein. Donc il serait important quand même de protéger tout le littoral afin qu'il n'y ait pas d'habitation ou d'habitation sauvage ou de pollution. L'environnement, c'est très très important. C'est une initiative qu'il faut saluer. Moi personnellement, en tant que consultant, j'ai eu à vulgariser la première mouture de cette loi. Si le Premier ministre vient annoncer que cette loi est imminente, nous ne pouvons que la saluer. Bientôt, les occupations sauvages et les constructions anarchiques ne seront plus qu'un vieux souvenir. Pour cela, les riverains exigent qu'une fois votée, que cette loi soit suivie d'effets sans parti pris. Il faut absolument que cette loi, en tout cas, sorte et également qu'il y ait des sanctions prévues pour ceux qui vont, en tout cas, se permettre de continuer à construire sur le littoral, mais également qu'on puisse un peu corriger ce qui a été déjà fait. Moi qui ai l'habitude de faire du sport, nous notons que de plus en plus, de toute façon, l'air est pollué et de plus en plus, nous n'avons plus, de moins en moins, du moins, avons accès à la mer. Donc c'est une excellente chose. Espérons que cette loi va passer pour le bien de tous les sportifs et tous les Sénégalais. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, à l'occasion de la clôture de la 2e conférence sur le développement durable, a annoncé la soumission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant exclusivement sur la protection du littoral. Une fois voté, ceci devrait mettre fin aux querelles entre promoteurs et riverains de cette façade maritime du Sénégal. Célébration ce dimanche de la Journée mondiale du cœur, la Société sénégalaise de cardiologie a choisi d'organiser une randonnée pédestre. Celle-ci vise à informer le public sur les maladies cardiovasculaires, leurs facteurs de risque. Au Sénégal, ces maladies tuent beaucoup plus que le cancer et le diabète. Ndeye Fatim Lo. C'est par une randonnée pédestre que la SOSECAR, Société sénégalaise de cardiologie, a tenu à célébrer la Journée mondiale du cœur. Petits et grands ont tous répondu à l'appel. La Corniche de Dakar, point de passage des randonneurs, une occasion pour sensibiliser sur les maladies cardiovasculaires. Cette randonnée pédestre que nous venons de faire est une randonnée de sensibilisation, d'éducation, d'information, de plaidoyer pour qu'on prenne au sérieux ces maladies cardiovasculaires qui, selon les statistiques du ministère de la Santé, sont la première cause de morbidité et de mortalité ici au Sénégal. Donc, dans toutes les familles, il y a des hypertendus, des diabétiques qui vont faire des crises cardiaques, il y a des malades qui ont une insuffisance rénale, et très souvent, le point de départ, c'est l'hypertension. Donc, tout le monde est concerné. Le sport reste le meilleur moyen d'avoir une vie saine. C'est pourquoi nombreux Sénégalais ont pris part à cette randonnée. Pour permettre aux Sénégalais de vivre mieux, d'être alertés par rapport à cette maladie, parce qu'en réalité, nous savons que, hormis le diabète, le cancer, l'hépatite B et autres, la plupart des maladies aujourd'hui se rapprochent beaucoup plus des maladies cardiovasculaires. Nous sommes très heureux ce matin d'avoir fait cette randonnée avec vous. Pour la première fois, nous avons fait beaucoup plus qu'on fait d'habitude. Nous avons fait aujourd'hui 2 heures de marche. Pour accroître avec confort une longévité, il faut avoir une bonne qualité de vie. C'est tout le sens du thème de cette année. Redynamiser votre vie. Nous sommes des êtres humains et nous avons un seul cœur. Et ce cœur, c'est le moteur. Et nous devons essayer de prendre soin de ce cœur en luttant contre les facteurs de risque cardiovasculaire, l'obésité, le diabète, le tabagisme, la sédentarité, le stress. Et nous devons essayer d'adopter des mesures saines pour notre vie. C'est-à-dire faire beaucoup d'activités sportives, un sport adapté à l'âge de chacun et à sa condition physique, manger moins gras, moins sucré, moins salé, et puis manger beaucoup de fruits et de légumes.
Au Sénégal, les maladies cardiovasculaires sont les premières causes de décès chez les adultes. Faire du sport et manger sainement sont les meilleurs moyens pour s'en protéger. Plus de 8 millions de moustiquaires imprégnés ont été distribués au terme de la campagne nationale 2016 de la couverture universelle en moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a procédé ce samedi à la clôture de la campagne. Selon elle, plus de 14 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour cette opération. Nous l'écoutons au micro de notre correspondant sur place. Il s'agit d'une visite qui est en train de clôturer une campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnés de longue durée. Il s'agit de 8 800 000 moustiquaires qui ont été distribués dans tout le Sénégal. Et quand on a 8 millions de moustiquaires sur une population environ de 14 millions, ça veut dire qu'il y a une couverture universelle. Parce que normalement, chaque moustiquaire, il peut y avoir 2 personnes qui dorment sous une moustiquaire. C'est dire donc que pour la première fois au Sénégal, en un temps record, environ 6 mois, nous avons pu le faire partout, de Kédougou à Tambacounda, Dakar, Sédhiou, Diourbel, tout le monde a eu des moustiquaires imprégnés et nous avons terminé avec la région de Saint-Louis parce que nous considérons que le paludisme est beaucoup plus meurtrier dans le sud et donc c'est là-bas qu'on a commencé et on est monté jusqu'à Saint-Louis qui est dans une période très intéressante parce qu'on parle de pré-élimination. La somme qui a été déboursée pour cela, plus de 8 millions de moustiquaires, ça correspond à 14 milliards de francs CFA. C'est vous dire donc tous les efforts sous le leadership de Monsieur le Président de la République, Macky Sall, pour que tout le Sénégal puisse avoir des moustiquaires gratuitement. Mais nous avons eu le soutien de partenaires comme l'OMVS, qui aujourd'hui a appuyé la région de Saint-Louis. Un opérateur indien propose de s'installer à Saint-Louis pour y fabriquer une moissonneuse-batteuse à 40 millions de francs CFA, une aubaine pour les producteurs et l'État du Sénégal. C'est le fruit d'une rencontre d'échange pour des opportunités d'affaires entre le Sénégal et l'Inde. Le gouvernement indien va accompagner les hommes d'affaires de la région de Saint-Louis à faire du business en Inde, Gambie-Diagne. Le Sénégal et l'Inde viennent de poser un acte économique en installant un pont diplomatique entre les hommes d'affaires des 2 pays. Désormais, l'État indien va payer tous les frais inhérents au voyage d'affaires des businessmen de la région de Saint-Louis en Inde. Et nous avons la visa gratuite pour faire affaire. Et aussi, nous avons plusieurs foires et salons en Inde où nous donnons les billets d'avion et aussi l'hospitalité en Inde pour tous les hommes d'affaires. En attendant, des industriels hindous sont prêts à venir s'installer dans la vallée du fleuve Sénégal pour y produire et vendre des moissonneuses-batteuses à 40 millions de francs CFA l'unité, une aubaine. Une fois en Inde, on peut avoir une machine moissonneuse-batteuse qui coûte 35 millions ou 40 millions avec les mêmes caractéristiques qu'une moissonneuse-batteuse qui coûte 90 millions. Alors que la moissonneuse qui coûte 90 millions, l'État subventionne les 40%. Vous voyez, donc le paysan est obligé de débourser 36 millions, 33 millions pour avoir une moissonneuse-batteuse. Avec une moissonneuse avec les mêmes caractéristiques, je dis avec les mêmes caractéristiques qu'une moissonneuse qui coûte 90 millions, tu peux l'avoir en Inde en moins de 40 millions. Donc si l'État subventionne, le paysan va débourser au moins 12 ou 13 millions. Vous avez vu le gap entre 36 millions et 13 millions, il y a un gap de 23 millions. Les 2 parties se frottent déjà les mains.
Notre série de reportages sur le Mali se poursuit. Ce soir, nous nous intéressons à l'artisanat. Au-delà des clichés, les artisans maliens se distinguent par une production riche et diversifiée qui reflète l'histoire du pays et les multiples facettes des populations et ethnies qui le composent. Malgré cette richesse, le terrorisme leur porte préjudice. Aujourd'hui, le tourisme malien est à terre, nous confient les acteurs du secteur. Reportage à Bamako, Agara Cissé. Variant d'une ethnie à une autre, l'artisanat malien est très riche et fascinant, mais reste à valoriser. Occupant 40% de l'économie du pays, nombreux sont ceux qui s'activent dans ce secteur, que ce soit les professionnels ou de simples ruraux. Au marché artisanat, le décor nous replonge dans l'histoire même du pays. Ce que j'ai à la main là, ça c'est Yabara. Yabara, ça vient de vers Sénéfo et puis avec les villages traditionnels là. Bon, avant, c'est les vieilles qui jouent avec ça. Tu vois, non, pour donner le temps pour la musique. L'histoire de Soundiata Keita. Donc c'est très profond et puis c'est une histoire qui a été très dure et pour affronter, c'était un guerrier mais c'était pas facile. Ça c'est une histoire aussi qui part des Mandingues. De l'Empire Mandingue, de l'Empire Soussou, de l'Empire Songhai et de l'Empire Soussou. Ça c'est le Djelingoni. Le Djelingoni, il y a 3 qualités de Ngoni. Il y a Kora, ça c'est d'autres de Ngoni, mais c'est pas pareil, mais c'est le même genre. Donc la différence, Kora, Ngoni, il y a 2 Ngoni. Il y a Kamele Ngoni, il y a Djelingoni. Les Touaregs font partie intégrante de la population malienne. Venus du Nord, leur art retrace leur quotidien de nomades dans le désert. Bijoux, boîtes, coffres, armes, le design est unique. Aujourd'hui, la question du terrorisme freine et fait beaucoup de mal au tourisme malien. Nombreux sont ces artisans qui n'arrivent plus à vivre de leur art. Au moment où il y a eu la paix, le gouvernement malien nous a accordé 3 places au niveau de l'artisanat de Bamako. Nous sommes 3 régions, Gao, Tombouctou et Kidal. L'artisanat Touareg, c'est un artisanat multifonctionnel, multidimensionnel. Non seulement les artisans travaillent sur la peau, en même temps ils travaillent sur les métaux. Et c'est ce qui fait justement notre compétence. On travaille également le bois. Donc il y a une polyvalence au niveau de cet artisanat. Quand vous prenez un artisan Touareg, il peut évoluer dans le bois, il peut évoluer dans le cuir, il peut évoluer dans les métaux. Les initiales, c'est des initiales généralement les angles qui correspondent aux différents virages des pâturages. Les ronds, les symboliques qui représentent l'eau, les différentes incrustations, les dessins représentent le vécu quotidien du Touareg, c'est-à-dire la problématique de l'eau, la problématique de la santé, la problématique de la sécurité alimentaire. Le Touareg est un être qui vit dans le désert, il n'a aucune opportunité, il n'a aucun moyen si ce n'est pas son intelligence. Ça fait maintenant 8 ans que l'artisanat du Mali est à terre, que le tourisme est à terre. Parce que généralement nos clients ce sont les expatriés, ce sont les voyageurs, ce sont les Européens, ce sont les étrangers qui sont clients de cette activité Touareg-là. Donc depuis qu'il y a eu ces problèmes d'insécurité, depuis qu'il y a eu ces problèmes de désordre international et mondial, l'artisanat est carrément à terre. On trouve à l'artisanat Touareg, Mor, Peul, Bambara, Malinké, Dogon, Sinoufo, Souraï, Sarakole, Diawara, Bozo et Soumono, Hassunke, tout couleur et bobo. Les activités artisanales sont classées en 7 catégories de métiers et 171 corps de métier. Et chaque artisan est organisé suivant une filière ou suivant une proximité régionale. C'est la fin de cette page d'information. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de nos programmes.